L'escalade de la terreur est arrivée au cœur de l'État. Aldo Moro è stato oggetto di un gravissimo attentato. L'enlèvement d'Aldo Moro, ancien président du Conseil et chef de la démocratie chrétienne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinépolis, le podcast où Jean-Marie Colombani et moi, sa fille Florence, nous discutons politique et cinéma, en nous arrêtant à chaque fois sur un grand film. Cette semaine, on va se détourner de nos destinations favorites qui ont été jusqu'ici la France et les États-Unis pour regarder de l'autre côté des Alpes vers l'Italie. L'Italie, ce grand pays à la fois de cinéma et de politique, ce pays dont Orson Welles parle dans Le Troisième Homme en disant qu'avec ses décennies de guerre, de terreur et de sang, il a réussi à produire Léonard de Vinci, Michel-Ange et la Renaissance, alors que la Suisse, au bout de 500 ans de démocratie, n'aurait donné que l'horloge à coucou. Et justement, j'ai toujours été frappée par cette similitude entre la grande époque du cinéma italien, les années 60-70 du XXe siècle, et la Renaissance, parce que dans les deux cas, il y a une conjonction de talents exceptionnels avec de grands maîtres. Alors, en cinéma, c'est Fellini, Visconti, Antonioni, Pasolini, on pourrait en rajouter, et puis d'autres cinéastes extrêmement talentueux et importants, comme ce grand cinéaste de l'enfance qu'on aime particulièrement dans notre famille, c'est Luigi Comencini, ou encore, et c'est lui qui va nous occuper aujourd'hui, Marco Bellocchio. Marco Bellocchio est né en 1939, il a pour particularité d'être toujours très actif aujourd'hui, et il a dès ses débuts dans les années 60 cherché à dialoguer avec la réalité sociale et politique de l'Italie. Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Le responsabilità di Aldo Moro sono le stesse per cui questo Stato è sotto processo. La sua colpevolezza è la stessa per cui la DC e il suo regime saranno definitivamente battuti e dispersi dall'iniziativa delle forze comuniste combattenti. Non ci sono dubbi, Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte. Donc on s'arrête aujourd'hui sur Buongiorno Notte, son film de 2003 sur l'affaire Aldo Moro. Il s'agit de l'enlèvement puis de l'assassinat du leader politique, assassinat qui survient le 9 mai 1978. C'est vraiment un moment crucial de l'histoire italienne du XXe siècle. Et ce qui est particulier, c'est que Bellocchio y est revenu à ce sujet plus récemment avec une série qui s'appelle Esterno Notte et qui date de 2022. On va en parler parce que ça fonctionne ensemble, du coup, ce film et cette série. Peut-être pour commencer, il faut rappeler qui était Aldo Moro, qui est joué dans le film par Roberto Erlicka. Aldo Moro, c'est un des leaders de la démocratie chrétienne. Au sortir de la guerre, l'Italie instaure une nouvelle république. Donc, par référendum, les Italiens renoncent à la royauté. Et cette installation dans la démocratie parlementaire se fait au bénéfice d'une famille politique qui va dominer la vie politique italienne pendant les 30 ou 40 années qui suivent, qui est la démocratie chrétienne. Démocratie, les deux mots sont importants. Démocratie, ce sont des démocrates qui croient aux instances républicaines, qui croient à tout ce dont on peut penser ou espérer lorsqu'on est dans ce régime démocratique, et chrétiens parce que ce sont en effet la plupart du temps des gens qui sont très liés à l'Église, à la fois par leurs convictions et par leur parcours même. Et donc Aldo Moro est exactement cela, il est à la fois très démocrate et très chrétien. Simplement, il faut rappeler aussi le contexte. Dans ces années-là, le contexte international est dominé par la guerre froide. Mais la guerre froide, c'est pas une plaisanterie, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est une bataille qui peut être par moments féroce. Et dans ce contexte, l'Italie est particulièrement surveillée. D'abord, l'Italie, c'est au sortir de la guerre, c'est devenu un porte-avions occidental, un porte-avions de l'OTAN, des États-Unis. Le commandement d'une des principales flottes de Méditerranée des États-Unis se situe à Naples. Et dans beaucoup d'endroits, il y a des aéroports qui peuvent être très vite transformés en aéroports militaires. Donc c'est un enjeu stratégique majeur. Et l'obsession à l'ouest, c'est toujours d'éviter le passage à l'est, éventuellement. Et donc en Italie, ce qui se passe, c'est qu'il y a la force électorale du Parti communiste italien. Et donc le Parti communiste italien, c'est évidemment vu par l'Occident, c'est l'ennemi. Et là où Aldo Moro va intervenir à ses risques et périls, c'est qu'il va être l'artisan d'un déblocage de la vie politique italienne à travers une alliance entre la démocratie chrétienne et les communistes, c'est-à-dire accepter l'idée que des communistes puissent participer au gouvernement. Alors pour nous, qui avons vécu François Mitterrand et la façon dont il a imposé, une fois élu, la présence de communistes au gouvernement, malgré les pressions américaines, malgré les inquiétudes américaines, mais ça tient aussi beaucoup à la façon dont François Mitterrand avait, au fond, gagné l'amitié de George Bush senior.
Donc il avait pu faire ce qu'il voulait. En revanche, en Italie, il y a un blocage sur la perspective d'un parti communiste italien qui participerait au gouvernement. Et donc je pense que le péché mortel qu'a commis Aldo Moro, dans ce contexte-là, c'est d'être l'homme de ce que l'on appelait le compromis historique, c'est-à-dire compromis entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien. Et ça, manifestement, la suite va le montrer, c'est interdit, c'est une issue interdite. Et je pense profondément que Aldo Moro va être victime de cette stratégie politique. Colleghi ed amici, siamo di fronte a interrogativi. Chers collègues et amis, nous sommes confrontés à des interrogations qu'il m'est arrivé parfois de qualifier d'angoissantes. Mais vous savez, je crois que si elles le sont, c'est parce que il y a quelque chose qui s'est cassé. Une pièce qui a rouillé à l'intérieur du mécanisme de la vie publique italienne. Un autre parti que le nôtre, depuis des années, vient menacer notre suprématie. Et donc, quand on a deux vainqueurs pour une seule bataille, bien sûr, cela pose forcément certains problèmes. Imaginez ce qui se passerait dans notre pays, un pays où tout est vécu avec grande passion, mais dont les structures sont fragiles, si nous appliquions jusqu'au bout la logique de l'opposition. Nous serions totalement immobiles. Nous paralyserions tous les rouages de notre pays. Et c'est pour cette raison que je dis qu'il est aujourd'hui nécessaire d'inclure cette frange des 33% d'électeurs italiens qui ne votent pas pour nous. Et là, je voudrais être extrêmement clair et vous dire, ceux qui sont en désaccord avec nous doivent avoir confiance. Parce que vous savez très bien que je respecte et j'apprécie vos positions à vous tous. Mais je le répète une fois de plus, il faut que nous soyons unis. Alors le 16 mars 1978, Aldo Moro quitte son domicile, qui est dans le quartier Trionfale à Rome. Il se dirige vers le palais Montecitorio, là où siègent les députés, mais il n'arrive jamais à destination, car dans une rue qui est devenue célèbre à cause de ça, la Via Fani, son véhicule est intercepté par un commando des Brigades Rouges, qui assassine les 5 hommes de son escorte. Il était quand même très très surveillé et accompagné. 5 hommes de l'escorte qui sont assassinés, et on l'embarque dans le coffre d'une voiture. La déliquescence de l'État, les têtes folles de l'extrémisme, l'association du terrorisme et du banditisme ont fini par faire de l'Italie le noir volcan de l'Europe, au point qu'on parle de situation à l'italienne ou de tache d'huile italienne dès qu'ici ou là se commettent en série des attentats ou des enlèvements. Mais depuis ce matin, il s'agit de bien autre chose en Italie. L'escalade de la terreur est arrivée au cœur de l'État, selon l'expression d'un homme politique là-bas. Et cette escalade, c'est l'enlèvement d'Aldo Moro, ancien président du Conseil et chef de la démocratie chrétienne. Alors dans le film Buongiorno Notte, on voit cet enlèvement du point de vue d'une membre des Brigades Rouges qui se trouve être une femme. Elle s'appelle Chiara, elle est jouée par Maya Sanza. C'est donc un personnage de fiction mais qui s'inspire d'une brigadiste en particulier, Anna Laura Braghetti, qui a écrit un livre de souvenirs une fois sortie de détention. Elle a passé 22 ans en prison et elle a écrit un livre de souvenirs intitulé Le Prisonnier. Donc le scénario s'inspire beaucoup de ce livre. C'est elle qui avait loué l'appartement de la Via Montalcini à Rome, là où Aldo Moro a été enfermé pendant les 55 jours qui précèdent sa mort. D'ailleurs, le film commence par une visite d'appartement. On voit un jeune couple bien sous tout rapport qui visite. On dirait que c'est pour se loger, mais en fait, on découvre vite que c'est une mise en scène, parce que ce qu'ils cherchent, c'est une prison. Alors la grande force du film, il me semble, c'est ce personnage de Chiara, dont Bellocchio nous dévoile les pensées, les souvenirs. C'est comme s'il nous plaçait à l'intérieur de son esprit, et notamment en utilisant des images d'autres films. On découvre en fait l'univers mental de quelqu'un qui est baigné par une idéologie révolutionnaire, qui pense changer le monde par des actions violentes. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ce rôle du passé fasciste de l'Italie dans les choix de la jeunesse italienne des années 70, parce qu'on voit dans toutes ces images que c'est ça qui hante Chiara. Oui, ce qui reste du passé fasciste, c'est cette séparation évidemment entre extrême gauche et extrême droite.
Et avec l'idée que, en effet, en dehors de la violence, on ne s'en sort pas. Donc la violence comme une arme, au premier chef, une arme défensive, mais en même temps, c'est une arme politique qui devient une permanence, notamment avec les Brigades Rouges, qui incarneront cette croyance dans un idéal révolutionnaire. Et de ce point de vue-là, le film de Bellocchio est très instructif parce que les dialogues qu'il met en scène sont vraiment au cœur des débats de cette époque-là, au cœur des débats entre ces brigadistes qui pensent qu'ils incarnent et qu'ils portent ce qu'ils appellent, ce qu'ils considèrent être le moteur de l'histoire, c'est-à-dire non pas la lutte des classes, mais la haine des classes. Donc c'est le vrai moteur, c'est un moteur de haine contre la bourgeoisie, contre le capitalisme, et au bénéfice de, entre guillemets, de la classe ouvrière. Du moins pense-t-il œuvrer dans ce sens. En tout cas, il baigne dans cette idéologie-là, dont on connaît aujourd'hui les méfaits, dont on voit à quel point il constituait une impasse alors même qu'il la définissait. Néanmoins, c'est une croyance forte et ce qui va, inspirer les brigadistes tout au long de leur parcours. Parcours qui va être tragique, terrible. Il faut rappeler que les brigadistes, au fond, s'en prenaient à tous les intellectuels qui n'étaient pas de leur bord, et par exemple aux journalistes notamment, et ils tiraient dans les jambes la plupart du temps. Mais ils tuaient aussi. Donc c'était un petit peu d'ailleurs comme ce qu'on a retrouvé chez Pol Pot. C'est-à-dire quand vous aviez des paysans qui avaient des lunettes, ils étaient considérés par les soldats de Pol Pot comme des intellectuels et donc ils étaient envoyés à la campagne et ils mouraient dans des conditions épouvantables. De la même façon, pendant la Commune en France, pendant la guerre de la Commune, les gens qui étaient habillés en ouvriers étaient exécutés par les Versaillais qui tiraient sur les insurgés de la Commune uniquement parce qu'ils étaient vêtus en ouvriers. Et donc les brigadistes ont un peu le même comportement vis-à-vis des intellectuels dont ils considèrent qu'ils sont complices de la bourgeoisie, etc. Donc le film resitue parfaitement ces débats et leurs conséquences absolument mortifères, avec comme symbole évidemment le rapt d'Aldo Moro. Alors, Bellocchio est très inspiré par la psychanalyse. Lui-même, il a une histoire familiale qu'il a explorée dans d'autres films qui fait que la psychiatrie, la psychanalyse, ça a été quelque chose de très présent dans sa vie. Et on peut évidemment faire un lien entre l'idée de tuer les pères fascistes, et cette jeunesse qui a décidé de passer à l'extrême gauche. Et dans Buongiorno Notte, on voit un extrait de Paisa, le film de Roberto Rossellini qui date de 1946 et qui retrace très peu de temps après les faits, avec des acteurs non professionnels, les combats alliés pour la libération de l'Italie. Et donc, dans ce film, il y a une scène d'exécution très brutale de partisans communistes par des fascistes. Et on comprend que c'est le genre de traumatisme qui habite Chiara, et sans doute parce que c'est sous-entendu, elle-même, elle a une histoire familiale plutôt du côté du fascisme et pas du côté du communisme. Et donc, elle se rebelle de cette façon-là, avec cette violence politique. Chiara est l'une des geôlières d'Aldo Moro. Elle est l'une de ces nombreuses femmes qui ont participé à l'histoire de ce groupe terroriste d'extrême gauche. Ma se anche il Papa si è inginocchiato, ancora non vi basta. Les jours passant, la tension est de plus en plus grande dans l'appartement. Malgré l'appel du pape, les brigadistes ont décidé d'exécuter Aldo Moro. Chiara tente de s'opposer à la mort de l'otage. Sì, ma non capisco perché dobbiamo ucciderlo. Le personnage de Chiara n'est pas comme certains brigadistes qui ont condamné l'exécution d'Aldo Moro pour des raisons politiques, en estimant qu'il s'agissait d'une erreur. Chiara, elle, s'y oppose en écoutant plus ses sentiments et son émotion que sa raison. Mais ce personnage accomplit un cheminement au cours du film. Et un aspect intéressant de Buongiorno Notte, c'est de bien montrer comment, malgré tous les discours révolutionnaires des brigadistes, ils sont en fait assez traditionnalistes concernant le rôle des femmes. Pas seulement le rôle des femmes, dans leur conception de la vie, en effet, c'est très marqué par le patriarcat. Et donc, la jeune femme qui est avec eux, elle est censée aller faire les courses, elle est censée s'occuper de l'intendance. Les choses sérieuses sont pour les garçons qui réfléchissent. Donc c'est assez caricatural, mais c'est aussi juste parce qu'il faut pas oublier aussi que l'Italie, de ce point de vue-là, va être très en retard par rapport aux autres pays européens, et notamment dans la législation sur le divorce, n'interviendra que très tard, et le divorce sera interdit avec le poids de l'Église d'ailleurs, pendant beaucoup plus longtemps que partout ailleurs. Tout un célèbre film italien, Divorce à l'italienne. En fait, divorcer à l'italienne, c'est tuer sa femme.
Et c'est intéressant parce que dans le film, on montre aussi les discussions qu'il peut y avoir entre des jeunes brigadistes et Aldo Moro. Aldo Moro qui est imprégné de culture catholique et qui les contrarie par le raisonnement, les contredit, et on voit s'affronter deux visions du monde qui se traduiront ensuite par la mort d'Aldo Moro, bien sûr. Et ce qui se passe justement avec Chiara, c'est qu'elle a une sorte de rencontre avec Aldo Moro, une rencontre humaine, qui fait que, au lieu d'un symbole, elle finit par le voir comme un homme et ses œillères tombent. Elle se détache du projet collectif trop tard et sans pouvoir agir. Donc il y a quand même toute une problématique morale et même spirituelle dans le film. D'ailleurs, le titre, qui est emprunté à un poème d'Emily Dickinson, c'est une allusion à la mort. Il y a toute la question de l'approche de la mort que vit Aldo Moro et que vit aussi Chiara, parce qu'elle sait bien que ça va se finir comme ça. Et donc, c'est peut-être le moment de parler des lettres que Aldo Moro a écrites entre le 16 mars et le 9 mai de l'année 1978. Il a écrit plus de 400 pages qui sont des lettres à ses proches, à sa famille. Mia dolcissima Noretta, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Uniti nel mio ricordo, vivete insieme. Mi parrà di essere tra voi. Per carità, vivete in un'unica casa. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi. Mais aussi aux hommes politiques. Il écrit à Francesco Cossiga, qui est le futur président de la République italienne, qui est alors ministre de l'Intérieur. Il écrit au président du Conseil, Giulio Andreotti. Et tout ça soulève la question morale de comment les hommes politiques, les hommes en charge, ont réagi à l'enlèvement d'Aldo Moro. Alors il y a une scène assez cruelle, assez typique de Bellocchio dans le film, qui accuse la bourgeoisie d'inaction, et on voit une séance de spiritisme où des membres de la bonne société demandent à un médium de les aider à retrouver Moro. C'est le maximum qu'ils font. Et il y a même un esprit nommé Bernardo, qui a, dans un clin d'œil à Bernardo Bertolucci, qui dit que le dirigeant est sur la Lune. Donc là, c'est un clin d'œil au film que réalisait Bertolucci à l'époque, qui s'appelait La Luna. Mais la vraie question, c'est qu'ont fait ou pas fait les hommes politiques, qui étaient les interlocuteurs des Brigades Rouges, pour libérer Moro. À l'époque, il y a eu une polémique là-dessus, puisque le grand écrivain italien Leonardo Sciascia a publié un livre, Il caso Moro, l'affaire Moro, en 1978. Oui, ça c'est un des aspects les plus poignants et les plus passionnants en même temps du film. Ça montre très exactement le hiatus qui s'installe très vite entre les discours officiels des responsables politiques qui disent on va tout faire, qui sont officiellement contris de ce qui se passe et promettent de tout faire pour sa libération et qui en fait ne feront rien pour sa libération, au contraire, parce que Aldo Moro, au fond, il est condamné par tout ce milieu parce qu'il est, encore une fois, porteur du compromis historique. Et donc, le message est clair. Il faut s'en écarter si on veut avoir la vie sauve, d'une certaine façon. Et tout l'état-major et l'État qui est à l'époque un État démocrate chrétien, en effet, ne fera rien. Alors on peut compter sur le pape, parce que le pape était très ami d'Aldo Moro, et peut-être la seule personne qui essaie de faire bouger les choses. Ça, c'est un aspect qui est creusé dans la série Esterno Notte. Absolument. Alors qu'à l'inverse, dans l'état-major de la démocratie chrétienne elle-même, personne, en effet, ne bougera vraiment pour le salut d'Aldo Moro. Et donc, au point d'ailleurs de le faire passer à travers ses lettres, de le faire passer pour fou, évidemment pour droguer du fait qu'il est enfermé, donc il n'est plus lui-même, ainsi de suite. Alors qu'en même temps, ces lettres sont un message très fort, un message humaniste, et qui rappelle au fond les éléments fondamentaux, essentiels, qui ne devraient pas quitter un démocrate chrétien, et que pour le moment, qu'en fait les démocrates chrétiens vont abandonner, puisqu'ils vont abandonner aussi Aldo Moro à son sort. Donc c'est une des pages les plus sombres et les plus noires de l'histoire italienne. Et en même temps, dans le contexte qui est celui de la guerre froide, encore une fois, l'Italie n'est pas non plus débarrassée du danger fasciste. Parce qu'il y aura, dans toute cette période, il y a les morts provoquées par les Brigades Rouges, les assassinats des Brigades Rouges, mais il y a aussi des bombes qui sont posées en Italie et qui sont des bombes posées par l'extrême droite et qui font aussi des morts et qui sont très caractéristique de cette époque où, en effet, il y a aussi toujours un danger fasciste en Italie, de résurgence du fascisme, mais d'un fascisme pur et dur. Et donc, c'est tout ce contexte-là et qui fait que, avec le recul, on se dit, mais comment les Italiens ont-ils pu s'en sortir? Comment ont-ils pu sortir de ce que l'on a appelé les années de plomb, qui étaient vraiment des années noires au dernier degré, dont on ne voyait pas d'où pouvait venir la lueur d'espoir?
Alors, quand j'avais interviewé Marco Bellocchio au sujet de sa série Esterno Note, il m'avait parlé de cette faute fondamentale commise par le gouvernement italien d'essayer de discréditer Moro et de prétendre que ses lettres étaient celles d'un fou, d'un drogué, etc. Et il m'avait dit, il voulait donner l'impression d'être de bons chrétiens et suggérait que Moro devait accepter la mort en toute sérénité. Donc là, on revient à cette exactement, idée... absolument. C'était la concession qu'il faisait au christianisme et en tout cas à la foi d'Aldo Moro lui-même, mais en soi, on voit bien que c'est c'est un des aspects les plus cruels de la vie politique. Et en Italie, la cruauté, on connaît historiquement. C'est une histoire parsemée comme cela de crimes, tous plus ou moins monstrueux d'ailleurs, qui ne sont pas du tout l'image d'Épinal que l'on peut avoir de l'Italie à travers les siècles. Alors, il y a un volet français de cette histoire des Brigades Rouges. C'est ce qu'on appellera la doctrine Mitterrand, puisque quand il arrive au pouvoir, François Mitterrand va avoir un regard assez particulier sur ces terrorismes d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'il est sollicité par d'autres dirigeants italiens, notamment les dirigeants d'un petit parti qui s'appelle à l'époque d'ailleurs aussi le Parti Socialiste, et qui est dirigé par Bettino Craxi, qui sera à un moment président du gouvernement italien. Je veux dire, c'est le fruit d'une négociation avec le gouvernement italien sur le thème on veut bien accueillir ceux qui sont en fuite parce que en même temps il y a des poursuites qui ont été engagées, des gens qui sont pourchassés, qui sont toujours recherchés par la justice italienne pour être traduits en procès, et la plupart du temps ces jugements vont vers la perpétuité, et donc pour y échapper, un certain nombre de ces brigadistes fuient, et notamment vers la France. Et donc la négociation et le compromis de François Mitterrand avec les autorités italiennes, c'est on va les accueillir, mais on va se veiller à ce qu'ils n'interviennent plus, ni de près ni de loin, dans la politique italienne, et qu'ils ne soient plus nuisibles à l'Italie. Et donc au fond, c'est leur liberté en France, et en France seulement, et en échange, la paix en Italie. Donc c'est ça le montage. Et donc sous le contrôle des services secrets, c'est ça? Oui, donc il y a d'ailleurs des figures comme ça qui vont s'installer en France, qui vont gagner en notoriété, et au point d'effacer ou d'essayer, en tout cas aux yeux de l'opinion, d'être défendus par suffisamment d'intellectuels pour que l'on pense que leurs crimes sont effacés. C'est le cas de Cesare Battisti. C'est le cas de Cesare Battisti, qui ensuite sera rattrapé par la justice beaucoup plus tard parce qu'il avait fui au Brésil, et qui finira en effet par être ramené vers des prisons italiennes. Et ce sera un objet de polémique d'ailleurs, de reproche qui sera fait constamment au gouvernement, la plupart du temps au gouvernement de la gauche, de ne pas suffisamment les défendre ou les protéger, et ainsi de suite. Mais le compromis de Mitterrand au départ avec Bettino Craxi est utile à l'Italie, en même temps que c'est pas une concession politique, c'est une aide donnée, je pense, vraiment au gouvernement italien en échange du fait qu'ils peuvent agir et se déplacer librement en France. On garantit qu'ils ne feront plus de dégâts en Italie. Alors pour revenir à Bellocchio, il y a donc cette série Esterno Note, on en parlait. Donc la particularité d'Esterno Note, qui revient exactement sur la même affaire, c'est de multiplier les points de vue. Et chaque épisode suit le point de vue d'un personnage différent. Donc on suit Francesco Cossiga, qui était une sorte de fils spirituel pour Aldo Moro. Oui, mais tout cela, j'allais dire, n'efface pas l'importance politique stratégique d'Aldo Moro. Il faut bien voir que son rapt et son exécution marquent vraiment la volonté politique qui est derrière, c'est vraiment d'empêcher qu'il y ait un jour des communistes au gouvernement. Ce qui se produira des années et des années plus tard. Mais un parti communiste qui aura cessé d'être communiste d'ailleurs, pour se ranger du côté de la social-démocratie plus classique. Et notamment avec Massimo D'Alema, qui deviendra président du Conseil et qui sera lui-même, ce sont des gens qui étaient habités aussi par l'idée qu'il n'y avait aucune raison d'être exclu du pouvoir de cette façon. Mais il l'était parce qu'il y avait à l'époque une grille de lecture qui était la grille de lecture imposée par la guerre froide, et qui fait que une grande partie de l'Europe de l'Est, avait subi évidemment le joug soviétique, et à travers leur parti communiste. Et donc l'idée, c'était évidemment d'empêcher que l'Italie ne bascule de ce côté-là. Donc tous les dirigeants qui suivront bénéficieront d'une certaine façon de ce qui est arrivé à Aldo Moro, et permettront ensuite que l'Italie marchera tranquillement vers des zones plus paisibles, mais encore une fois,
en ayant traversé auparavant d'autres années de plomb, d'autres années d'attentats, de drames de toutes sortes. Donc c'est une vie politique extrêmement cruelle, extrêmement difficile en fait. On a peut-être oublié en France parce que c'était une époque, d'ailleurs, il y avait les Brigades Rouges en Italie, il y avait la fraction Armée Rouge en Allemagne. C'était une époque où l'extrême gauche était très virulente et très violente. Et la France a eu en effet des épisodes d'action directe, mais n'a pas été touchée aussi profondément qu'a pu l'être l'Italie ou qu'a pu l'être l'Allemagne par ces mouvements. Et donc, petit à petit, la figure d'Aldo Moro a été oubliée, mais il a bien joué un rôle historique majeur. Et justement, par rapport à cette violence et à ce côté sombre, il y a des images très fortes dans Esterno Noté, des images symboliques, parce que Bellocchio, c'est souvent un cinéaste qui a des audaces visuelles, qui recourt à des scènes fantasmatiques pour nous faire comprendre les choses. Et on voit à un moment un plan de Rome qui se couvre d'une mare de sang. Donc il y a vraiment l'idée de cette violence qui envahit tout et d'une culpabilité collective qui est vraiment très forte. Et je pense que c'est sûrement pour ça que Bellocchio est hanté par cet épisode et qu'il y revient de cette façon. Et en plus, puisqu'on parle de l'Italie, il n'y a pas seulement tous ces événements politiques, il y a aussi la question de la mafia que le cinéma italien a beaucoup traité et qui a beaucoup corrompu aussi la vie politique italienne. Donc là, on est dans une autre thématique qui a été totalement traitée par le cinéma. Oui, dans une autre thématique, mais qui ne quitte pas les rives du cinéma politique, parce que, en effet, au point de départ de la prise de contrôle par la mafia de toute une série de pans entiers de la vie publique en Italie, il y a la démocratie chrétienne. Et donc la démocratie chrétienne qui va rester facilement 30 ans au pouvoir, sans partage, mais qui partage de fait une partie du pouvoir avec la mafia. Et donc c'est un autre élément qui fait qu'en effet le cinéma en Italie a été par ces événements-là. Mais dès la Libération d'ailleurs, il y a ce que l'on appelait le néo-réalisme, qui est en fait une façon de ressusciter le cinéma, mais qui est très politique. Ce sont des films politiques dès le départ. Et puis, il y aura d'autres épisodes de la vie italienne qui seront traités par les cinéastes les plus réputés, d'ailleurs. On pense à cela, on pense à des films de Francesco Rossi, comme Il caso Mattei, qui est au fond, l'assassinat du leader de l'industrie pétrochimique et pétrolière italienne. Il y a également des films sur l'emprise de la mafia, ainsi de suite. Il y a le film Main basse sur la ville. Enfin, c'est vrai que c'est tout un cinéma sur la corruption, sur l'emprise de la mafia. Donc, toutes ces réalités italiennes n'ont pas échappé aux cinéastes italiens. C'est peut-être ce qui les différencie de la scène française. Oui, et parmi eux, il y a eu en effet de très grands cinéastes. La question de la France se pose parce que tout comme quand on voit le cinéma américain, on se dit les cinéastes américains se saisissent en temps réel de ce qui se passe dans leur pays. On en a parlé pour Une bataille après l'autre. Mais quand on voit l'Italie, on se rend compte que tout ce qui est l'actualité politico-judiciaire française donne assez rarement de grands films français. En tout cas, c'est pas du tout au même degré. Il n'y a pas cette culture de regarder en face les grands scandales d'État. Et pourtant, l'affaire Elf aurait pu donner un grand film. Oui, elle a donné un grand documentaire. Sur un documentaire récent d'ailleurs, qui est tout à fait passionnant. Oui, c'est vrai, en même temps, ça n'est évidemment pas du tout le même contexte, parce que au point de départ, il faut rappeler que la Sicile joue un rôle très important dans la reconquête par les armées alliées du territoire européen. Il y a le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, mais il y a aussi l'offensive à travers l'Italie du Sud, puis leur montée vers Rome, des armées alliées, dont le cheminement est facilité par les mafieux italo-américains installés à New York pour l'essentiel, et qui vont aider à la libération de l'Italie, et donc vont aider par le fait qu'ils sont insérés comme ça, ils sont dans la société italienne, ils vont aider au fait que les armées alliées seront soutenues, notamment par la population. Donc, d'entrée de jeu, il y a une sorte de deal entre l'état-major des gangs new-yorkais italo-américains, les États-Unis et les futurs dirigeants démocrates chrétiens, qui font qu'il y a cette imprégnation qui va ensuite donner des effets pervers et qui seront le terreau de ce cinéma. Donc, c'est un contexte qui a peu à voir avec la France ou même avec d'autres pays. Oui, et ça donnera du côté américain, le 3e épisode du Parrain, le Parrain 3, montre le lien entre l'Italie, puisqu'il y a toute cette intrigue autour de la mort du pape Jean-Paul Ier, et New York. On voit les liens entre mafia, église
et État italien d'une façon assez complotiste et en même temps qui correspond à certains éléments tout à fait historiques. Oui, absolument. On repart aux États-Unis la semaine prochaine dans Cinépolis avec Les Marches du pouvoir, un film signé George Clooney qui nous montre les coulisses d'une campagne et on va le voir, tous les coups y sont permis. Cinépolis est un podcast de Florence Colombani et Jean-Marie Colombani, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, Hélène de Commer et Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.